Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse. Ce matin, un seul sujet à décortiquer. Le discours de politique générale du Premier ministre Christophe Dabiré prononcé cette semaine à l'Assemblée nationale. Plusieurs questions ont été abordées au cours de ce discours de politique générale, notamment la question sur la réconciliation, le report des élections municipales, le redécoupage du territoire pour obéir à des logiques de lutte contre l'insécurité, mais aussi la question du vaccin contre le Covid-19. Pour analyser et décrypter cette actualité, nous sommes avec des éditorialistes et analystes politiques. D'abord, Abdoulaye Bari est journaliste indépendant et analyste politique. Bonjour Bari. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Et deuxième invité à débat de presse ce matin, Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter. Bonjour Bourema. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. Et troisième invité, Albert Nagrego, directeur de publication de Libre Info, analyste politique, éditorialiste. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni et bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, on va commencer avec vous, Barry, notamment sur d'abord même la forme du discours. On l'a vu de plus en plus, les discours de politique générale à l'Assemblée nous habituent, a commencé à nous habituer un peu à des formats soft, pas un peu comme ce qu'on avait l'habitude de voir où comme le disent les gens, le mort, il vient, il s'arrête, il parle pendant 2 heures de temps. Ici, c'est vraiment un discours d'une quarantaine de minutes, pas plus. Oui, effectivement, le discours de politique générale du Premier ministre a duré exactement 47 minutes, 46 secondes. Donc un peu moins que celui qu'il avait prononcé c'était en 2018, c'est ça, qui avait duré légèrement plus d'une heure, même s'il n'avait pas pu terminer ce discours. Mais situons donc la déclaration de politique générale dans son contexte historique. D'abord, c'est une pratique républicaine qui est une tradition quelque part, qui est une disposition constitutionnelle, surtout au Burkina. Il y a 2 articles de la Constitution qui consacrent donc la responsabilité du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. C'est l'article 62 de la Constitution. Et ensuite, il y a l'article 63 de la Constitution qui dit que le Premier ministre, une fois nommé par le président de la République, dispose de 30 jours pour faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, parce qu'il est le coordonnateur de l'action du gouvernement. Au Burkina, je pense que c'est un exercice à la fois démocratique, une tradition donc républicaine, comme je l'ai dit, mais qui a des enjeux au Burkina, même si dans la pratique, je vais dire, il y a très peu de suspense, parce que si le Premier ministre dans le texte même, il est dit que ce discours et le vote qui suit vous investiture. Oui, effectivement, puisque si le Premier ministre, à l'issue de la déclaration donc, de politique générale, n'a pas l'assentiment de la majorité de l'Assemblée nationale, il est obligé de démissionner, et le président de la République, donc conformément à l'article 63 de la Constitution, dispose d'un délai de 8 jours pour nommer un autre Premier ministre à sa place. Donc c'est là où je dis il y a un enjeu, mais sauf que dans la pratique, depuis l'avènement de la démocratie au Burkina, il n'a pas eu de suspense, puisque le président a toujours eu une majorité à l'Assemblée nationale. Bon, dans la forme, peut-être en communication politique, je pense que le Premier ministre a manqué un peu d'appropriation de son discours. Sinon, le reste... Quand vous parlez d'appropriation, à quoi renvoie ce... je parle de communication politique, c'est-à-dire dans le rendu, il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire. À mon avis, il n'a pas parlé au cœur des Burkinabés dans le rendu du discours. Mais ça, on est en communication politique. Je ne dis pas que son discours, il n'est pas bon. Mais je dis en communication politique, il n'a pas pu s'approprier véritablement son discours. Est-ce que c'est dû à son âge? Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'a pas
il n'a pas lu beaucoup de discours parce qu'en pareille circonstance, c'est un exercice difficile. Il faut s'enfermer dans son bureau, le lire à haute voix plusieurs exercices 20, 30 fois pour pouvoir se l'approprier parce que c'est un discours qui est très long. Il est, ouais, je vois 26 pages. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'a pas pu s'approprier réellement le discours. Mais c'est pas ça qui compte. Ça, c'est l'avis d'un journaliste. Ce qui compte, c'est qu'il a été validé et investi par l'Assemblée nationale. Il lui reste maintenant de passer à l'action. Oui, Bourema. Dans la forme, je commence par là où Barry a terminé. Effectivement, le discours a été lu et non dit. En matière de communication, effectivement, un discours dit, on s'est l'approprié, on n'est pas concentré sur le papier. Or, ce qu'on a vu, effectivement, c'est qu'on a le Premier ministre qui était concentré de bout en bout sur son papier et qui a lu le discours. Et ça, effectivement, ça donne, peut-être aussi, ça peut être dû, effectivement, à son âge, c'est pas facile de s'approprier 28 pages ou 26 pages à 72 ans, c'est pas évident. Ensuite, toujours dans la forme, comme on le voit effectivement, ça reste une tradition républicaine, pas plus. Parce que moi, fondamentalement, je ne vois pas ce que ce discours-là a apporté, qui éclaire davantage par rapport à la politique que le gouvernement va mettre en place. Parce qu'on a comme l'impression que c'est juste un concentré d'idées déjà dit, parce que quand on regarde les récents discours du président du Faso, quand on regarde tout ce qu'on a entendu tout au long de la campagne électorale, on a comme l'impression effectivement qu'on retrouve, c'est normal, puisque c'est la déclaration de politique générale, et qui lui-même est une traduction des engagements du chef de l'État. Est-ce que ça n'a pas été écrit pendant la campagne? Exactement, c'est l'impression qu'on a, parce qu'on a comme l'impression que le discours que le chef de l'État n'a pas lu pendant la campagne, c'est une sorte de concentré qu'on a retrouvé dans le discours, dans la déclaration de politique générale. C'est normal, puisque ce sont ses engagements à lui, président du Faso, que le Premier ministre est obligé de traduire en action gouvernementale. Donc c'est normal qu'on retrouve ça. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, c'est un exercice qui, moi, à mon sens, ne parle pas trop au Burkinabé. On a comme l'impression qu'on reste dans la pure forme de tradition démocratique où député et Premier ministre se retrouvent effectivement, lui il fait son discours, on pose des questions, parfois des questions même qui sont effectivement, qui nous posent de sérieux problèmes par rapport à la qualité des représentants du peuple que nous avons à l'hémicycle, parce que quand on écoute certaines questions, on se pose vraiment des questions. Si j'ai compris, c'est que la déclaration de politique générale, parce que quand on est en déclaration de politique générale, on ne peut pas parler des puits de mon village, parce que c'est trop dans le détail pour être vu, ou en tout cas pour être entendu dans la déclaration de politique générale. Peut-être que nos députés n'ont même pas compris en fait l'exercice, et beaucoup d'entre eux. Ensuite, et pour terminer, on a comme l'impression qu'au sorti, une fois que le Premier ministre finit son discours et que mécaniquement la majorité adopte, sauf que cette fois-ci, effectivement, ce n'était pas la majorité mécanique. On a même eu, au-delà de la majorité, il y a eu même 3 députés supplémentaires de l'opposition. Il y a eu 105 voix. Or, la majorité, c'est 102 députés. Donc, on a eu même 3 députés de l'opposition qui ont effectivement validé le discours. C'est peut-être aussi le début, effectivement, de cette gouvernance de consensus comme vers lequel on semble diriger, même si, effectivement, les 21 députés de l'opposition ont décidé de voter contre. Même là encore, on a comme l'impression qu'on se retrouve toujours dans la forme, juste dans l'expression des formes démocratiques, mais pas effectivement dans le fond où il y a eu des débats. Globalement, au sortir de cette déclaration de politique générale, on reste à sa fin parce que la qualité du débat qu'on a entendu, on n'a pas eu. Ensuite, le rendu, effectivement, donne l'impression du déjà vu et du déjà entendu. Donc, l'immédiat training, si on peut le dire, n'a pas été suffisamment fait. Oui, Albert Nagrego. Bon, moi je vais commencer par là où vraiment terminé. Il dit que les 21 là, c'est des députés de l'opposition. Rien ne montre qu'il n'y a pas eu un député de la majorité qui a voté contre. Alors moi j'ai apprécié le discours à 2 niveaux. D'abord à la réponse aux questions où j'ai trouvé le Premier ministre quand même direct, sincère par moment, où il a même quand même
quand il parle de l'aéroport de Dossa, ça a été un mauvais choix, c'est sincère. Quand tu parles des négociations avec le groupe armé, c'est pas exclu, c'est sincère. Possibilité de négociation. Voilà, dans la question orale, j'ai trouvé quand même une sincérité en lui, mais dans la déclaration de politique générale, j'ai trouvé que c'était en deçà de ce que Paul Kabateba avait fait en 2015, parce que quand on lit la déclaration de politique générale de Paul Kabateba, ça dit tout est énuméré avec des périodes de réalisation, si on peut le dire ainsi. Par exemple, quand on vous dit on va donner 300 ambulances, on va construire 13 lycées scientifiques d'ici fin d'année temps, c'est quantifiable, et puis bon, le Burkinabé arrive à suivre quand même le rythme, et puis on se rend compte qu'effectivement ce qui avait été annoncé dans la déclaration de politique générale. Et on a senti aussi que Paul Kabateba avait fait une analyse de la situation burkinabé et puis faire sa déclaration de politique générale. Quand il vous parle par exemple du train de vie de l'État, il fait une analyse avant de tirer la conclusion et dire voilà ce qu'on va faire. Mais quand on va plus loin également, on sentait de la fermeté dans son discours, et on a senti aussi que Paul Kabateba à l'époque avait vendu du rêve au Burkinabé avec son histoire des tramways et puis ses échangeurs à Bobo du Lasso, même si ça n'a pas eu lieu. Contrairement à cette... Pour le moment. Oui, c'est dommage, on ne croit plus parce que le premier mandat, ça n'a pas été fait, mais normalement c'est des grands projets, on devait les retrouver encore. Et ça n'a pas été fait dans ce mandat-là, dans ce quinquennat, parce que même si le président Kaboré n'arrive pas à le réaliser, ça veut dire que le président qui va venir après lui devrait continuer. C'est comme ça qu'on a vu l'échangeur du Nord, par exemple. C'est des vieux projets qui sont en train d'être terminés. Alors donc, on n'a pas senti véritablement le rêve dans cette déclaration de politique générale du Premier ministre Dabiré. Et encore qu'il n'y a pas véritablement de précision. Quand on parcourt sa déclaration, on l'écoute, on sent qu'on est parti pour un quinquennat de réformes plutôt que d'investissement. Parce que vous allez voir tout au long, c'est des réformes annoncées, on va refaire le découpage de l'administration territoriale, on va arriver à la décentralisation, la réforme agraire et foncière, urbanisme. Il y a plutôt beaucoup plus de réformes annoncées que d'investissements. Et pour vous, ils auraient pu faire ça peut-être au premier quinquennat de justement, aujourd'hui, en fait, ce quinquennat devrait être le quinquennat comme Clément Sawadgo l'a si bien dit avant, de consécration. Ça veut dire qu'on devrait voir le travail maintenant, parce qu'on s'est dit que des réformes avaient été mises en place durant le premier mandat. Et le second mandat, c'est comment maintenant mettre en pratique ces réformes. C'est dommage. Et si je me fie à cette déclaration de politique générale, j'ai bien peur que le président ne fasse moins que ce qu'il a fait en 2015 dans son premier mandat, parce qu'il y a peu de réalisations. Là où j'ai été quand même touché, je vois par exemple concernant les chevauchements de l'année universitaire, ce qu'il dit, il dit tout simplement que le ministre en charge de l'enseignement secondaire supérieur, avec des mesures concertées, va essayer de normaliser les années et aussi travailler à la qualité de l'enseignement privé, à la qualité de l'enseignement dans les privés, tout court. On n'a pas de séquence, il n'y a rien qui montre véritablement que voilà, on peut mesurer au bout de 1 à 2 à 3 ans ce que le gouvernement a prévu de faire. Et vous allez voir que même le découpage du territoire, c'est des choses que Paul Kabateba aussi avait annoncé dans sa déclaration de politique générale, que des relectures allaient être introduites pour redécoupage du territoire. Aujourd'hui, le PM le répète. Les pistes rurales, c'est des choses qu'on avait déjà entendues dans la politique générale de Thiéba, et ça arrive. Non, justement, Albert a dit quelque chose de très important, parce qu'on a comme l'impression effectivement que le président du Kaboré, il fait l'inverse. Son premier mandat qui aurait dû être consacré à toutes ces réformes, effectivement. Parce que c'est là où on avait attendu le président et son régime au cours du premier mandat, qu'il y ait toutes ces réformes, effectivement, qui redonnent à l'État toute sa plénitude pour gérer les questions de développement, les questions de, de cohésion sociale, la question de vivre ensemble au niveau du Burkina. On n'a pas vu ces réformes-là. On a comme l'impression qu'on a eu un mandat où les gens avaient peur de toucher à des questions qui pouvaient effectivement poser problème au niveau d'un certain nombre d'acteurs. Et on a mis l'accent sur des investissements. Or, c'est maintenant qu'il fallait faire les investissements. Il fallait faire ces réformes courageusement. Ça pouvait faire mal, mais c'est ça qui permettait à l'État effectivement d'avoir les mains, effectivement, les coups de franche pour diriger toutes les actions de développement. Maintenant, est-ce qu'on pourra à la fois, au cours de ce quinquennat, réaliser toutes ces réformes et en même temps faire des investissements? Déjà que la question des réformes entraîne
un problème dans l'agenda du processus démocratique, notamment l'agenda électoral. Parce que, effectivement, on va avoir des élections municipales qui risquent d'être repoussées parce qu'il n'y a rien de redécoupage à faire. Si on fait les élections avant de faire le redécoupage, il y aura effectivement des entités qui risquent de ne pas être pourvues. Et ça pose un problème. Donc, l'un dans l'autre, effectivement, on a comme l'impression qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on devait faire au cours du premier quinquennat qu'on n'a pas fait et qu'il faut rattraper. Maintenant, il reste à savoir si ça ne va pas jouer aussi et si les investissements structurels qu'on attend pour faire avancer un peu le pays. Oui, Barry Fournier, déjà donc dans le fond, il a énuméré un certain nombre de questions, de préoccupations, de réformes notamment qui vont être faites les 5 prochaines années. Mais d'abord, on a une question emblématique, celle de la réconciliation nationale. Enfin, avec le discours de politique générale du Premier ministre, on a un contenu. Depuis lors, on voyait le ministre en charge de la réconciliation qui rencontrait ci ou qui rencontrait ça. On ne comprenait pas très bien, il n'y avait pas de la lisibilité dans son action. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un début de feuille de route clair qui lui est donné. Mais avant, je veux rebondir sur ce que les deux confrères ont dit. Vous voyez, leurs interrogations est légitime, d'autant plus que ça reflète un peu l'attente du peuple burkinabé au sortir de l'insurrection de 2014. C'est la question de voilà, il y a des attentes qui sont là, mais la déclaration de politique générale est une déclinaison donc de l'offre politique du président de la République. Donc, elle ne peut être comprise de façon isolée si nous ne l'associons pas effectivement à l'offre politique sur la base de laquelle le président de la République a été élu. Le chef du gouvernement vient dire, le président m'a nommé sur la base, voilà, il a été élu sur la base d'un programme de société. Il m'a nommé pour que je mette en pratique cette offre. Voilà comment je compte procéder. Donc, mais maintenant, il y a au niveau sectoriel où on va dire, bon, dans tel domaine, par exemple, voilà ce qu'on va faire. Maintenant, pour revenir à votre question sur la réconciliation nationale, je ne pense pas qu'on ait encore de visibilité sur cette question, même si on donne un agenda. Parce que ce qui est important sur la question cruciale de la réconciliation nationale, à mon avis... Par exemple, des travaux du HCOUN sur lesquels on devrait s'appuyer pour agir. Voyez-vous, la réconciliation ne se décrète pas. Il y a un travail de fond à faire parce qu'il faut agir sur le cœur des gens. Ce qui est important, c'est le consensus autour du format pour arriver à une réconciliation nationale. Et à ce niveau, moi j'attends de voir qu'est-ce qui est proposé au peuple burkinabé en termes de format pour arriver à cette réconciliation nationale, parce que pour l'instant, nous sommes dans des discours politiques. Tant qu'on n'atteindra pas le format, on ne pourra pas se prononcer. Oui, si la réconciliation nationale, déjà je trouve qu'il y a, pour moi, il y a un mauvais débat. En confiant même la charge de gérer, de conduire la conduite du processus à un politique, je crois qu'on fait fausse route. Parce que les politiques, ils sont clivants. Et ils sont à la base de l'essentiel des problèmes que nous avons dans le pays. En fait, si on aurait compris effectivement que cette question de la réconciliation nationale-là, on recherche une personnalité symbolique qui en lui-même effectivement inspire effectivement confiance à tous les acteurs, peut parler à tous les acteurs sans effectivement qu'on le soupçonne de calcul ou or on a en la matière on a confiance à quelqu'un qui était candidat à l'élection présidentielle, qui lui-même qui avait la thématique également. Qui avait la thématique. Mais une chose, si c'est ça, on aurait pu le confier à n'importe qui, à n'importe lequel des candidats. Parce que je ne pense pas que si les 13 candidats qu'on avait, il y a un seul qui n'a pas évoqué la question de la réconciliation nationale. D'ailleurs, le professeur Souma disait d'ailleurs qu'il avait le meilleur profil pour faire la réconciliation nationale. Parce qu'il est neutre. Parce qu'il est neutre. Donc si mais le fait de l'avoir confié à un politique, pour moi déjà, c'est un mauvais départ, parce qu'effectivement, on a un acteur qui lui-même a une image personnelle à défendre, a un intérêt personnel à agir. Et ça, c'est un problème. Deuxièmement, le fait d'avoir choisi aussi de faire un forum national de forces vives pour enclencher le processus, j'ai comme l'impression qu'on va abandonner sur les quais les vrais acteurs, les vraies victimes, ceux-là qui doivent effectivement, au plus profond d'eux-mêmes, accepter effectivement qu'on passe à une nouvelle étape. Est-ce que ces acteurs-là, qui peuvent être effectivement, sinon, avec qui se réconcilient avec qui finalement?
Si on voit si ce format de forum national, on va se retrouver encore à une foire où on va voir la société civile, les chefs coutumiers, les religieux, les politiques, venir encore faire les mêmes thèses qu'on a vues de par le passé, sortir des documents qui ne serviront à rien du tout. Sinon à flatter les égos des politiques et dire qu'on a fait la réconciliation nationale. Ou peut-être aussi permettre à certains, effectivement, de pouvoir résoudre des problèmes personnels. Parce que quand on regarde dans cette réconciliation nationale, les acteurs ne parlent pas le même langage. Pour certains acteurs, la réconciliation nationale se résume aussi le retour de Blaise Compaoré. Et on a comme l'impression aussi que même de ce côté, il y a déjà une communication politique qui a enclenché effectivement pour dire que nous sommes dans la dynamique. Or, si on reste dans cette dynamique-là, j'ai bien peur effectivement que ce soit ce qu'on a vu en 2001 et qu'on arrive à une sorte de journée nationale du pardon et puis tout le monde, les politiques sont contents d'avoir fait quelque chose, mais au fond, on n'a rien réglé. Dernière chose que je veux dire, c'est la question, le fait de s'appuyer sur le travail du Askounou. Aujourd'hui aussi, il faut dire au peuple burkinabé qu'est-ce que le Askounou a fait en 5 ans. Parce que le Askounou a fait partie effectivement des structures qui avaient été, comment on appelle, recommandées par les travaux de la Commission nationale de réconciliation, de réforme et de réconciliation nationale sous la transition. Mais il n'y avait pas que la réconciliation nationale pour les réformes. La réconciliation nationale telle que proposée par la Commission devait être l'aboutissement d'un certain nombre de réformes, d'un certain nombre de travaux. Et la justice devait intervenir, parce que c'est pour ça d'ailleurs on avait travaillé effectivement à faire le pacte national de renouveau de la justice. Donc, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, on sort les choses un peu de leur contexte. C'est-à-dire qu'on est en train de obéir à un agenda politique. Voilà. Et ça, c'est pas comme ça qu'on va réussir la réconciliation nationale. Bien au contraire, on risque de faire pire que ce qu'on a vu de par le passé. Oui, Albert, pour vous, vous êtes aussi dubitatif un peu sur ce contenu que la politique, le discours de politique générale donne à la question de la réconciliation. Oui, parce que le Premier ministre dit qu'on va s'appuyer sur les travaux du HCROUN. Jusqu'à ce jour, moi j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé un document produit par le HCROUN, je ne sais pas. On n'a pas encore de rapport du HCROUN. Ils déposent ces rapports régulièrement. Non, on dit qu'ils sont encore en train de faire les travaux, ils sont encore en train de produire toujours le rapport. Le rapport n'est pas encore fini, n'est pas définitif. Parce qu'il me semble qu'il y a 2 rapports à produire. Le rapport 2020 ou c'est 2019, plus le rapport du quinquennat aussi. Mais aucun rapport n'est encore disponible. Donc je ne sais pas sur quelle base le Premier ministre dit qu'on va travailler sur ce que le HCROUN a fait. Peut-être je ne sais pas si c'est au cours des audiences, ce qui lui a été expliqué de façon verbale. Donc on attend de voir ce qui est dans ce rapport-là pour pouvoir au moins dire que c'est un travail avancé, parce qu'apparemment il dit que le travail avancé de HCROUN, le HCROUN a fait un travail déjà important. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est le mauvais départ dont faisait cas Bruno Ouédraogo. Le mauvais départ aussi, bon, je ne dirais pas qu'il est très mauvais, mais déjà avoir le premier pas de ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on a l'impression qu'il va vite en besoin avec ce qu'il organise déjà. Moi je me dis que la question est beaucoup plus sérieuse pour être encore mieux organisée, structurée et mener le travail que ce qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est le ministre actuellement qui a fait plus de sorties, qui a occupé plus les médias également que tout autre ministre à mon avis, et qui jusqu'à présent n'a pas encore aussi proposé un format, un schéma clair, sauf que le Premier ministre nous dit que ce serait un forum national. Je pense qu'au Burkina déjà on a eu un forum national à ce qui concerne la réconciliation, donc on risque de prendre de vieilles recettes, pour faire encore du nouveau. Et quand on voit, on a beaucoup plus ce sentiment que cette réconciliation, il va de plus en plus vers une réconciliation politique que sociale, ou en tout cas une réconciliation qui pourrait permettre aux Burkinabés de se parler davantage, d'être unis pour travailler davantage. Donc, un peu comme ce que le président du Faso avait dit, quand il ne s'agira pas d'une réconciliation, peut-être avec des acteurs récents, mais on va remonter jusqu'à 1960. Voilà. Mais quand on remonte jusqu'à 1960, c'est ce que j'ai toujours dit, le timing donné pour la réconciliation, je ne suis pas sûr qu'on puisse être dans ce timing, parce qu'on parle déjà du premier semestre de l'année 2021, donc c'est-à-dire qu'au plus tard en juin, il faudrait boucler ce dossier-là, la question de réconciliation. Nous sommes déjà dans le 2e mois. Je ne crois pas que Zéphirine Diabré ait déjà un organigramme de son ministère même. Son équipe n'est même pas encore constituée, parce que jusque-là, je ne suis même pas sûr. Et encore
il faut encore chercher des financements, des fonds pour débloquer tout ça pour travailler. Je ne suis pas sûr que ça va. C'est une chose qui peut se faire d'ici fin mars ou d'ici fin avril. Donc on risque d'aller très vite et puis on risque de bâcler aussi, permettez-moi l'expression, un travail qui quand même tient à cœur au Burkina. Oui, Barry, est-ce que pour vous, comme l'a dit Albert, il ne faut pas que seulement on se limite à une réconciliation entre politiques, c'est-à-dire entre copains qui se connaissent depuis une quarantaine d'années, mais qu'on aille à vraiment une action holistique? Bon, la réconciliation, effectivement, c'est une question nationale, mais la structuration de nos États fait en sorte qu'elle est avant tout portée par le politique. Et comme je l'ai dit, moi, ce qui me gêne, c'est moins le choix de qui va conduire la réconciliation que le format qu'on va adapter et surtout le travail de fond qui doit être fait pour que les cœurs et les esprits soient dans une disposition de réconciliation nationale. Parce que déjà, lorsque vous écoutez les différentes parties, je ne donne pas l'impression d'avoir parlé avec tout le monde, mais lorsque vous écoutez des Burkinabés, il y a beaucoup de gens qui pensent que il nous faut un format vérité, justice et réconciliation. Alors que, à mon avis, il n'existe pas sur cette terre des hommes où on peut trouver un schéma en conciliant la réconciliation avec la justice. Soit on décide d'appliquer la justice dans toute sa rigueur, ou on décide de se réconcilier sur la base de la vérité et du pardon. Parce qu'il n'existe pas, à mon avis, de verdict de peine à minima au niveau du droit positif burkinabé en tenant compte d'une circonstance politique, fut-elle donc la réconciliation nationale. Donc il me semble aujourd'hui très difficile de pouvoir concilier les deux éléments qui sont diamétralement opposés et dont le droit positif burkinabé ne donne pas d'éléments d'appréciation. Surtout que le Premier ministre parle d'évaluer le pacte de la justice qui avait consacré un certain nombre de réformes sur la justice. Oui, Bourema. Oui, en fait, mais c'est le chemin même d'ailleurs que le président du Faso il a répété à plusieurs reprises. Moi je crois qu'on ne peut même plus en fait tout autre chemin aujourd'hui de la réconciliation nationale ressemblera à une trahison. Parce que justement jusqu'à l'heure actuelle, le discours du président du Faso a été toujours que la réconciliation telle que lui il le conçoit, c'est si là-bas du triptyque vérité, justice, réconciliation nationale. S'il sort de ce chemin aujourd'hui, là il est en porte-à-faux avec le discours qu'il a toujours vendu au Burkinabé, la réconciliation qu'il a toujours vendue au Burkinabé, ça repose aussi ce triptyque. Donc pour nous, la question ne se pose même plus. Ils doivent se débrouiller, quel que soit c'est à eux de trouver des moyens effectivement de nous offrir une réconciliation nationale qui respecte justement ce principe, ce triptyque-là. C'est son engagement. Et aujourd'hui, les Burkinabés sont d'autant plus que, en fait, ce qui motive ce discours, c'est le fait que pour beaucoup de Burkinabés, quand on parle de réconciliation nationale aujourd'hui, c'est un deal entre acteurs politiques sur le dos des Burkinabés pour se réconcilier, parce que ce sont des acteurs qui ont évolué ensemble pendant un quart de siècle, même si en temps il y a eu des dissensions. Et mieux, dans l'interprétation de beaucoup de Burkinabés aujourd'hui, quand on dit réconciliation nationale, les gens, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit non, écoute, finalement les gens se sont rendus compte que le gâteau est suffisamment grand pour tous et ils peuvent s'entendre pour manger. Si donc on sort de ce schéma, dans l'imaginaire populaire au Burkina aujourd'hui, ce serait que les acteurs politiques se sont entendus sur leur dos pour pouvoir régler leurs propres problèmes, mais non pas pour les réconcilier au Burkinabé. Or, ce qu'on entend aujourd'hui, pourquoi on insiste sur la question de vérité, justice, réconciliation nationale? Pas forcément parce qu'une peine peut être commise après. Une peine peut être revue parce que justement, notre constitution donne pouvoir au chef de l'État de pouvoir casser, de pouvoir réduire, de pouvoir proposer. En fait, le chemin qu'on attend justement, c'est que en fait, les gens, ceux-là qui constituent le problème aujourd'hui, c'est ceux qui exigent la réconciliation. C'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui fait... le malaise profond vient de là. Parce que quand des acteurs du régime Blaise Compaoré, à qui on reproche beaucoup de choses, durant ces 27 ans de règne, se donnent aujourd'hui c'est-à-dire ils négocient même pas, ils exigent même la réconciliation. Dans une position de victimisation. Et de victimisation. On ne se rend même pas compte effectivement que on ne dit pas qu'ils n'ont pas subi des torts au cours de la sélection populaire. Mais ils oublient qu'avant eux,
D'autres Burkinabés ont été meurtris dans leur chair. D'autres Burkinabés ont vécu, ça dit, de traumatismes inimaginables, qui peut-être plus pire que ce qu'ils ont vécu. Donc aujourd'hui, quand ils se mettent en posture d'exiger la réconciliation nationale, ça pose un problème. C'est pour ça que je dis, entre l'offre politique et ce que le Premier ministre vient de dire, les travaux du Ashkroun, on a comme l'impression que les choses commencent à prendre une tournure que nous ne comprenons pas, sauf si effectivement, comme Albert l'a dit, on nous rend public le rapport d'Ashkroun, puisque nous puissions comprendre tous ce qui est dit dans le rapport d'Ashkroun et qui pourrait servir de base. Parce qu'entre ce que les acteurs politiques disent et ce qui est proposé, tout de même par le Premier ministre, il y a quand même des choses, comment on appelle, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas trop et qui exige effectivement que si on veut aller à la réconciliation, on ne part pas d'abord avec des, comment on appelle, des situations floues. Il faut qu'on parte sur des bases claires où tout le monde se comprend et on sait quel est le chemin qu'on a pris. Voilà. Barry, pour préciser sa réflexion et puis on passe au prochain sujet. Moi, je ne suis pas en train de proposer un format. Il ne me revient pas, ce n'est pas mon travail. Je porte mon regard sur ce triptyque-là, justement, dont il parle. Vérité, justice et réconciliation. Je précise ma pensée. On ne peut pas concilier réconciliation et justice. Ce n'est pas possible. En français facile. Si vous adoptez donc ce triptyque-là, ça veut dire que vous dites à ceux qui ont fui leur pays, parce qu'il leur est reproché quelque chose, bon, venez dire la vérité au peuple. Bon, on va rendre justice, on va vous condamner. Et puis bon, pourquoi ils sont partis? Ils sont partis parce qu'ils ont fui la justice. Et à mon avis, quand vous prenez la justice, je disais tout de suite, il n'y a pas de peine à minima dans le droit positif burkinabé. Je veux dire, le juge ne peut pas dire qu'au nom de la réconciliation nationale, qui est une question purement politique, ceux à qui on reproche des choses, on va dire, bon, au nom de la réconciliation nationale, bon, tu as tué quelqu'un, la loi prévoit soit 20 ans ou la perpétuité, donc au nom de la réconciliation nationale, on va te donner 6 mois. Ça n'existe pas dans le droit positif burkinabé. C'est en cela que les deux éléments ne sont pas conciliables. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la justice restaurative ou la justice réparatrice, où on permet à celui qui a commis une faute et l'autre à celui à qui on a commis, celui qui a subi, donc de parler dans un dialogue encadré et après on répare. Le droit positif burkinabé ne donne pas ces éléments. Voilà, le droit positif burkinabé ne donne pas ces éléments-là au juge de pouvoir rendre une peine à minima. Donc je vais dire, soit on décide d'aller à la réconciliation, qui est une question purement politique, qui est une question de cœur, où on décide de rendre justice dans toute sa rigueur, parce que la loi, on la rend, la justice, on la rend dans toute sa rigueur, mais dans les deux cas, il va falloir que si on opte pour la réconciliation ou la justice, il va falloir qu'on fasse en sorte de remettre la justice sur ses deux pieds pour que ce qui est arrivé par le passé ne puisse pas se reproduire. C'est-à-dire en utilisant ce qu'on appelle la puissance publique pour mettre tout le monde au même pied d'égalité. Albert Nagré. Non, en fait, je voulais dire à Barry que, sauf qu'ils ont développé leur concept depuis 1 ou 2 ans, qui est la justice transitionnelle. Donc, peut-être que si... C'est pas une nouveauté. Oui, je veux dire, Rwanda, par exemple. Oui, mais je veux dire que Ablassé Ouedraogo, qui était à la tête du CODER, on sait que ça a été sa proposition, tout à fait. Il a parlé de la justice transitionnelle. Je pense que le Ashkroun aussi est dans cette dynamique d'ailleurs. Le Ashkroun a beaucoup prôné la justice transitionnelle également. Je crois qu'il y a d'autres acteurs, des partenaires techniques et financiers également qui encouragent cela. Peut-être qu'ils vont reverser les dossiers de réconciliation là-bas. Mais une chose est sûre, c'est que jusqu'à présent, tout le monde reste flou sur cette affaire. Et je suis sûr que même au haut niveau là-bas, et même ils sont en train de réfléchir encore comment organiser cette affaire qui a été une offre politique pendant la campagne, dont la matérialisation va rester un élément véritablement très sensible et que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ils ont vraiment les choses entre les mains pour nous dire voilà comment ça va se passer. Donc rendez-nous rapidement, oui. Non, je voulais ajouter, justement dans le droit positif, il n'y a pas effectivement cette possibilité pour le juge de dire au nom de la réconciliation nationale, tu donnes 2 mois au lieu de 20 ans. Mais par contre, le droit politique burkinabé permet effectivement qu'au nom de la réconciliation nationale, le président du Faso prenne un décret pour gracier quelqu'un qui a été condamné ou pour diminuer sa peine. En fait, la réflexion de fond qui arrive, c'est quoi? C'est que
on met la question de la justice et que s'il y a une réflexion, c'est pourquoi je dis, même la démarche pose problème. On aurait pu effectivement commettre des acteurs qui réfléchissent fondamentalement à toutes les options, toutes les alternatives. C'est pour ça que je suis contre effectivement qu'on ait confié ça à un politique. Si on avait mis un groupe d'acteurs qui a pour mission de réfléchir de façon indépendante à toutes les options et en s'inspirant de toutes les valeurs socio-culturelles de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a des ressources socio-culturelles dans nos différentes communautés qu'on peut activer pour permettre effectivement aux gens de retrouver le minimum d'accord, sur lequel ils peuvent cohabiter ensemble. Mais si on ne fait pas ce travail, on confie ça aux acteurs politiques qui passent le temps à rencontrer des communautés, d'autres ont fait ça avant eux. En fait, on a comme l'impression qu'on est dans une reconnaissance one-man show où on fait du surplace. Au lieu de réfléchir fondamentalement aux questions de fond, c'est-à-dire réfléchir sur les questions de fond. Où on est, pourquoi on est à ce niveau, comment effectivement sortir de là, avec qui et comment. Ça, cette réflexion-là, je ne crois pas que c'est avec un forum qu'on va y arriver. Par contre, si on avait mis, par exemple, un groupe d'acteurs qui sont peut-être des chercheurs, des religieux, qui peuvent aller partout où il faut, sur tout le territoire national, pour puiser ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes, les éléments structurants de notre réconciliation, je crois qu'on aurait avancé. On aurait pris le temps qu'il faut, mais on aurait pu trouver des bases objectives qui peut nous servir à codifier, qu'on peut transformer en loi à l'Assemblée nationale pour que ça serve à l'avenir. Oui, malheureusement, on va essayer d'avancer parce qu'il n'y a pas que juste le point. Oui, 30 secondes. Oui. Enfin, je veux rebondir sur la grâce. Effectivement, il y a des dispositions qui permettent au président de la République de gracier des gens. Mais je veux dire, il y a le contexte à la fois actuel et historique. Le Burkina, c'est un pays dont l'histoire a été émané d'actes de violence, d'une rare violence. C'est dans ce pays, c'est vrai les cas emblématiques, Thomas Sankara, Norbert Zongo, mais on a vu des gens qui ont sauté, voilà, à midi, voilà, au feu ici. Donc il y a tellement de violences qui ont été commises dans l'histoire politique du Burkina qu'il est difficile aujourd'hui de trouver le juste milieu à partir de la grâce présidentielle. Parce que c'est dit que bon, vous amenez les gens, vous les condamnez, le lendemain le président sort avec une grâce présidentielle. Je ne pense pas que vous puissiez à ce niveau-là résoudre la question, parce que je dis bien la réconciliation nationale, ce n'est pas un décret, il faut agir sur les cœurs et les esprits. Tout à fait. Oui, Albert Nagrégo, autre sujet dans ce débat et question dans le discours de politique générale prononcé par le Premier ministre Dabiré jeudi à l'Assemblée nationale, c'est la question du report probable des élections municipales. Bourema l'a dit, peut-être que on attend peut-être cette question de redécoupage avant de le faire, même si on va également échanger autour de cette question de recoupage du territoire qui, les arguments avancés ne convainquent pas certains observateurs. Mais d'abord sur la question du report des élections municipales, vous y attendiez ? Le report des élections, bon, je ne m'attendais pas beaucoup, c'est vrai que l'annonce a été quand même pour moi une surprise, mais ce que je sais, il va être difficile aujourd'hui de vouloir attendre le redécoupage politique et administratif et maintenant organiser les élections, parce que si c'est le cas, il risque d'avoir un pas de politique beaucoup plus dans l'affaire que véritablement ce sentiment du développement qu'on recherche. Donc, et ça risque encore de créer beaucoup de frustration parce que le découpage ne peut pas se faire sans des graissements des dents. Ça, il faut le dire. Quels que soient les critères que nous allons mettre aujourd'hui pour faire ce découpage, l'objectivité que nous allons rechercher va toujours poser problème parce qu'il y a des gens qui vont faire des propositions ou des recommandations qui vont faire qu'à un moment donné, on aura ce sentiment qu'il y a une manière de frustrer ou de marginaliser des gens déjà. Bon. Je trouve également que si on doit attendre pour faire les élections, aujourd'hui on n'est pas sûr qu'on est déjà très avancé sur la documentation, la préparation des textes pour pouvoir reporter les élections, attendre cela. Moi je suppose que le report des élections municipales peut être une réalité, mais pas quand même au-delà de l'année 2021. Si on peut reporter les élections pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi, c'est ce qui est dommage, parce qu'on aurait pu nous dire que les élections seront reportées peut-être pour un tel nombre de mois.
Mais là encore, on nous laisse flou, on dit que c'est un report qui est en vue. Voilà. C'est-à-dire, rien ne signifie que ce sera reporté, rien ne signifie également que ce ne sera pas reporté. Tout va dépendre des forces du moment, et ces forces du moment-là, c'est les acteurs politiques. Nous avons vu le cadre de dialogue politique qui a été mis en place depuis 2019, salué et félicité par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Je suis sûr aujourd'hui que ce cadre de dialogue politique va continuer avec le seul principe qui est le consensus. Donc, les plus forts également vont adopter leur position et imposer cette position-là peut-être même aux partis les moins forts qui ne figurent même pas dans le cadre du dialogue politique-là pour qu'on puisse vouloir accepter. Et là aussi, ça devient très dangereux parce que de plus en plus, on est en train d'aller pour les élections couplées législatives municipales et ça a marché. Mais justement, plus on continue, ça crée maintenant, ça va engendrer l'écart, le sentiment de marginalisation, le fait qu'on ne prend pas l'opinion de minorité, ça va devenir plus grand parce que vous savez très bien que pour les élections législatives et présidentielles, il y a des partis politiques qui n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas associés et ils ne reconnaissaient pas la légalité de ce cas de dialogue politique. Et aujourd'hui, si on continue avec les municipales aussi, alors que les municipales contiennent beaucoup plus de risques que les législatives et présidentielles parce que c'est des élections locales et c'est là où on a beaucoup de frustration, c'est là où on a beaucoup de violence. Et on se rappelle des élections municipales passées, il y a eu beaucoup de violence, il y a eu des reprises partielles des élections municipales et même ça on n'est pas arrivé à concilier les populations parce qu'il y a des communes aujourd'hui qui ne se parlent toujours, où des populations ne se parlent toujours pas et même la CENI malgré ses efforts n'a pas arrivé quand même à faire taire totalement les divergences. Donc aujourd'hui il y a ce problème, comment travailler à faire de telle sorte qu'on puisse aller à des élections municipales apaisé, accepté de tous, comment travailler également pour que l'ensemble de la classe politique se parle et d'autres ne se sentent pas en dehors d'un cadre de concertation appelé cadre de dialogue politique et qu'ils ne restent pas dehors jusqu'à viol, si on peut le dire ainsi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à la matière et on savait très bien que le code électoral allait être révisé parce que tel qu'adopté pour les élections législatives et présidentielles, il ne peut pas être adopté pour les élections municipales. Il ne peut pas s'appliquer aux élections municipales parce que s'il va s'appliquer aux élections municipales, vu le contexte sécuritaire, vu le contexte dans lequel il a été adopté, ça va créer beaucoup plus de remous. Oui, Bourema. Oui. Non, je dirais, Albert, que c'est plutôt logique, effectivement, d'attendre plutôt le redécoupage avant d'organiser les élections. Parce que le redécoupage entraînerait l'avènement de nouvelles communes, l'avènement de nouvelles régions, donc de nouveaux conseils communaux, de nouveaux conseils régionaux. Or, sauf que si on va aux élections et qu'après on fait le redécoupage, je crois que le Premier ministre a été un peu plus précis dans son discours parce qu'il dit qu'incessamment le ministre de l'administration territoriale va introduire une loi dans ce sens. Ça veut dire que la réflexion, en fait, ils sont plus au stade, effectivement, où c'est à redéfinir, à rediscuter. Je crois que si on se réfère bien, c'est depuis même 2009. Depuis 2009, sur Blaise Compaoré que la question de redécoupage avait été posée. Donc ça veut dire effectivement que la question, c'est une question nouvelle. C'est revenu en 2011 et les mutineries ont vu la déclaration politique de Paul Kabatieba. Il a annoncé la révision des textes. Même on a l'impression aujourd'hui qu'on n'est pas suffisamment avancé parce que c'est une question qui tombe. Ça a commencé avec le président du Faso dans sa campagne à l'Est. Il a dit qu'on va refaire le redécoupage de la région de l'Est. En 3 régions. En 3 régions. Ouais. Maintenant, avec ce qu'on a entendu du Premier ministre, ça veut dire que ça va au-delà du découpage de la région de l'Est. Exactement. Alors, donc ça veut dire qu'ils sont en train de, peut-être même qu'ils sont en train de nourrir encore la réflexion. Non. Alors que si aujourd'hui, on doit prendre du temps pour organiser les élections municipales, naturellement, même le programme du chef de l'État, il va avoir un impact dans la réalisation de certaines choses. Non, parce que ce que je veux dire, Albert, c'est que la logique, si on veut être logique, on n'organisera pas les élections avant le redécoupage. Si on veut être logique. Maintenant, il n'y a rien qui nous empêche effectivement de prendre des dispositions tranquillisantes pour maintenir les conseils communaux et régionaux actuellement en fonction jusqu'au découpage territorial. L'autre élément qui est perceptible, c'est que la plupart des acteurs politiques ne sont pas prêts pour aller aux élections. Que ce soit du côté de la majorité ou de l'opposition, on a comme l'impression que de l'autre côté, on n'a pas encore fini avec l'euphorie de la présidentielle et des législatives. On n'a pas encore peaufiné les accords entre les acteurs de la majorité pour voir comment on organise on va à des élections locales ensemble. Parce que c'est important. Même référendaire. La question référendaire, c'est moins d'enjeux entre acteurs politiques
que la question des élections locales. Parce qu'aujourd'hui, la majorité s'est élargie avec l'entrée de l'UPC et autres. Donc, même si les gens vont conserver leur parti pour aller aux élections, il y a un minimum de concertation pour éviter qu'il y ait des affrontements entre partis de la majorité dans les différentes collectivités territoriales. Donc, ça aussi, c'est un élément de fond. Du côté de l'opposition, on a comme l'impression que les gens sont sortis groggy des élections de fin 2020 et qu'aujourd'hui, leur donner du temps de répondre de force pour mieux s'organiser ne serait pas mauvais. Donc l'un dans l'autre, la proposition qui c'est pas pour rien en fait, le gouvernement, le Premier ministre dit on va vers un probable report, mais tout cela sera discuté dans le cadre du dialogue politique où on va s'accorder. Et dans ce dialogue politique-là, effectivement, tu as raison, on va répartir effectivement si le schéma opposition-majorité, mais on peut aussi peut-être voir aussi que pour une fois, ou bien pour cette fois, le Premier ministre va élargir le dialogue là à l'ONA. Parce que aussi, ça peut être aussi, comme on est dans une dynamique où on va vers la réconciliation, ça sera pris en compte dans toutes les initiatives qu'on va entreprendre au plan politique. Donc ça veut dire qu'on va pas, ils feront tout pour ne pas écarter un certain nombre d'acteurs. Parce qu'il faut contenter tout le monde. Pour si on veut effectivement aller vers un report consensuel des élections. D'autant plus que... Il y aura un autre débat. D'autant plus que ce qui va faire plus débat, c'est la question du référendum constitutionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire ce référendum constitutionnel? Ce n'est même pas la question de l'agenda, c'est la question de la nécessité de ce référendum. Est-ce qu'aujourd'hui, pour éviter tout risque et pour éviter de tenter le diable, c'est pas mieux effectivement que le président de façon renonce à ce référendum constitutionnel, il finit son mandat, quitte à celui qui va venir après, ou en fin de mandat, moi, il va pouvoir partir la présidentielle qui va venir, on va coupler. Parce que ça peut susciter d'autres débats. Il a beau dire, je ne suis pas intéressé par un troisième mandat, créer les conditions qu'il n'y ait même pas de possibilité qu'il puisse y penser. C'est la seule façon effectivement de ne pas tenter le diable et de faire en sorte que lui s'en sort la tête haute et que le Burkina puisse aussi survivre à lui en paix et en stabilité. Oui, Abdoulaye Bari, sur la question du report probable des élections municipales. Enfin, moi, je suis un peu confus parce que je ne vois pas pourquoi il faut reporter les élections. Si bien évidemment, c'est parti de la récente crise, bon, on va appeler ça une crise, petite de frustration qu'il y a eu lors des dernières élections. Je pense que cette page, elle est tournée parce que ceux qui avaient dénoncé à un moment, ils ont tous couru la nuit, certains même ont failli se cogner la tête devant la porte du président. Ils sont partis féliciter le président, ce qui veut dire que par là, on légitime donc la transparence et la sincérité du scrutin. Et le Burkina, c'est un pays qui est assez rodé dans l'organisation des élections par rapport à beaucoup de pays sur le continent. Donc j'ai peur que l'on surcharge le gouvernement avec beaucoup d'événements qui auront lieu en même temps. Mais effectivement, le confrère a dit quelque chose d'important. Si il est indispensable qu'on aura un découpage administratif, donc il va falloir peut-être attendre ce découpage parce que vous allez découper une zone qui n'aura pas d'autorité après le découpage. C'est-à-dire si vous organisez les élections après, vous allez avoir une zone qui n'aura pas de maire par exemple parce que ils ne sont pas pris en compte dans... le préfet va pas délégation. Mais en attendant, peut-être d'aller à... Je vais avoir en même temps... Mais Albert, ça va être compliqué d'avoir en même temps des maires et des présidents de délégation spéciale. Parce que, en fait, ça pose un problème dans l'architecture administrative. Soit on a des maires, des préfets, des hauts commissaires, des gouverneurs et des présidents de conseils régionaux, et chacun à son niveau, parce que les maires c'est des élus. Les présidents de délégation spéciale c'est des nominations. Non, mais bon, tout dépend. Oui, c'est-à-dire qu'il peut le faire s'il y a un certain nombre de communes importantes. Peut-être qu'un après le découpage, il peut organiser dire qu'une élection municipale. L'autre question qu'on n'a pas posée, c'est que la question des élections aussi au Burkina, dans nos pays, on ne le pose pas souvent, mais parfois aussi c'est la question de financement. Est-ce que même aujourd'hui, on a les ressources nécessaires pour aller à des élections en mai prochain? Tout ça, c'est des questions. Avec tout ce qu'on a comme engagement, est-ce qu'aujourd'hui, on a les ressources pour y aller? Je n'en sais rien. Non, mais ça se dit clairement. Hein? Ça se dit clairement, oui. Il y a un problème de fond pour aller à des élections. On est en matière politique. Ils ont annoncé un agenda dans lequel la question va se discuter.
quand ils auront fini de discuter entre acteurs politiques, là où je ne suis pas d'accord, c'est de considérer que la question électorale c'est le ressort des acteurs politiques. Moi, je crois que ce dialogue-là, on doit l'étendre au-delà des acteurs politiques. Autant je crois qu'on doit associer l'ONA pour ne pas discuter entre ces forces de majorité, autant je pense qu'on doit discuter avec les organisations de la société civile, les communautés religieuses, les communautés de base, parce qu'effectivement, cette question des élections, cette question du processus électoral, c'est d'abord une affaire du peuple. Puisque on dit que c'est le processus par lequel le peuple confère le pouvoir à certains de ses représentants. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve en acteur politique parce que les partis politiques se créent librement. Il y en a qui sont des acteurs politiques, personne ne les a demandé que la preuve en est qu'ils n'ont même pas de député ni de conseil municipal. En quoi ils sont plus légitimes à discuter des questions électorales qu'une organisation de la société civile ou bien qu'une communauté religieuse? Oui, et Albert, toujours en rapport avec la question municipale, mais aussi surtout avec ce redécoupage politique, plutôt du territoire. Le Premier ministre l'a dit, c'est vraiment pour avoir un maillage du territoire assez bien dans la mesure où il y a la question de la lutte contre le terrorisme qui frappe le pays depuis plus de 5 ans et qu'on n'arrive pas à pouvoir y trouver. L'argument sécuritaire pour aller à un redécoupage, est-ce qu'il vous convainc? Non, pas du tout. On n'a pas forcément Moi, je pense que l'argument sécuritaire n'est pas l'élément fondamental ici parce que tous ceux qui ont travaillé sur les questions du terrorisme, les chercheurs, tout, vous diront peut-être il faut revoir les garnisons, il faut renforcer la sécurité, mais pas forcément. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand vous prenez même que la ville de Ouagadougou, il y a des arrondissements où vous n'avez même pas un commissariat de police ou bien de gendarmerie. Le problème aujourd'hui, c'est que ce qui est là actuellement, on n'a même pas réussi à satisfaire la demande en matière de sécurité et en voulant encore créer d'autres communes ou encore d'autres provinces, c'est encore plus compliqué parce que là, il faut étoffer, il faut du matériel, il faut tout. Donc, moi, je pense ici, on parle beaucoup plus du développement, rapprocher la population à l'administration, on parle de questions de développement, c'est beaucoup plus convaincant que pour la question sécuritaire. La question sécuritaire aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément l'argument nécessaire. Maintenant, ça rejoint aussi l'idée de quand je parlais des réformes, parce que vous avez vu que même pour la question de décentralisation, le Premier ministre a bien dit dans sa déclaration de politique générale qu'il y aura des révisions des textes pour clarifier aujourd'hui les rôles entre la commune et, comment dirais-je, et je pense le conseil régional, voilà, pour qu'on puisse aller dans le développement. Même le transfert de compétences, tout ça, il a dit qu'il faut réviser encore les textes pour véritablement revoir le transfert de compétences. Alors, donc ça montre déjà qu'à ce niveau même, il y a encore un travail de fond qu'il faut faire, même si on veut pour aller aux élections municipales, pour que ces communes ou ces conseillers qui seront élus là puissent avoir des outils, que ce soit juridiques, que ce soit également les moyens économiques pour pouvoir véritablement travailler, parce qu'aujourd'hui, quand vous causez avec certains élus locaux, vous avez l'impression que la commune, c'est quand même la misère, parce que c'est pas la joie, quelle que soit la volonté qu'on a envie de faire en termes du social, en termes du développement et même les ambitions. Il y a l'administration qui se marche dessus. Parfois, on se demande le rôle exact du conseil régional, le rôle exact de la commune, mais le problème des ressources surtout. Donc, je pense qu'il y a une ambiguïté qui est là au niveau des textes, qu'il faut arrêter encore, et ça a été dit, et ça participe de ce que je disais, qu'il y a plus de réformes à faire dans ce quinquennat-là que d'investissement. Oui, sur la question du lien avec la sécurité, réforme de sécurité, effectivement, je cite le Premier ministre, il dit dans notre combat acharné contre le terrorisme et l'insécurité, l'administration publique a été l'un des maillons dont l'accompagnement s'est révélé insuffisant dans la lutte contre le terrorisme. En effet, la faible couverture du territoire national par les structures régaliennes de l'État a favorisé l'implantation, l'inclusion de groupes terroristes dans certaines localités de notre pays. Non, c'est tout le contraire. Les terroristes se sont implantés parce qu'on est parti. L'État est parti et les terroristes se sont implantés. Ce n'est pas parce que l'État n'existait pas que les terroristes se sont implantés. Maintenant, pour moi, l'urgence du découpage territorial doit être une urgence politique. Quels sont les éléments politiques aujourd'hui qui nécessitent l'urgence d'un découpage territorial en dehors d'une rente politique qu'on pourrait donner à certains hommes politiques au niveau local qui souvent tapent leur poitrine ou avec les électeurs. Bon, nous avons réussi à ériger notre localité en département, mais où sont les moyens? Faisons le bilan de la décentralisation aujourd'hui. On a envoyé des gens sur le terrain, on leur a demandé de travailler, on ne leur a pas donné les moyens pour faire ce travail-là. Et on est là, le tout change, mais rien ne bouge. Mais par contre, pour moi, aujourd'hui, il y a une urgence d'un découpage au niveau militaire, des régions militaires, que dans ce contexte
sécuritaire très difficile, qu'on trouve les moyens, parce que ce serait la condition nécessaire, qu'on trouve les moyens de transformer par exemple les grandes régions du Sahel là, chacune en une région militaire, avec par exemple 3 ou 5 bataillons. Mais ça demande des moyens, mais il faut mettre des moyens nécessaires à la disposition de l'armée, faire de Djibo aujourd'hui une région militaire avec 5 bataillons. On aurait pu le faire depuis 10 ans, depuis 20 ans. L'avantage, ça permettrait à nos éléments de connaître le terrain, ça permettra aux éléments d'avoir une intégration réelle au niveau de la population, de connaître les codes sociaux, de maîtriser les terrains et d'être très efficace en matière de renseignement humain sur le terrain. Mais ce n'est pas tard. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être une urgence, même si on me dira que ça demande nécessairement des moyens, mais aucun sacrifice ne sera de trop lorsqu'il s'agira de défendre le territoire national. Oui, Bourema. Oui, déjà, cette question, je suis d'accord avec Albert, je ne vois pas le lien effectivement entre ce maillage du territoire avec le redécoupage administratif, le redécoupage du territoire. Parce qu'en fait, c'est le même territoire, c'est le même, comme l'a dit Barry, c'est la même armée que nous avons, qui est une armée nationale, c'est le même force de défense et de sécurité que nous avons. On peut, si le même territoire, même sans ce redécoupage, on peut faire le redéploiement pour occuper tout le territoire national sur le plan militaire. Je crois que peut-être que là où effectivement il y a peut-être une nuance, il y a effectivement des parties où l'État est parti, mais il y a des parties où l'État était pratiquement inexistant. Ça aussi c'est une réalité. Malheureusement, c'est pour dire en fait que l'argument qui consiste à dire que c'est la présence de l'État qui va assurer effectivement le fait qu'on n'aura plus de terroristes, c'est pas vrai, parce que si l'État a pu partir là où il était, si on prend le cas de toutes bien des communes de la province du Lorraine que je connais bien, il n'y a ni mairie. Les maires et les conseils municipaux ont fui. Il n'y a pas de préfet, pas d'école, pas de... C'est pas l'État, l'État était là, mais l'État a fui. L'État a abandonné le terrain aux terroristes. C'est pas ça Donc c'est pas en recréant les conditions pour ramener l'État seulement qu'on va régler la question de la lutte contre le terrorisme. L'État peut fuir encore. La question aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que l'État, là où l'État est, qu'il puisse y rester et qu'il puisse défendre le territoire national. C'est ça la question de fond. Deuxième argument par rapport à ce redécoupage et en lien avec la sécurité, on avait dit qu'on allait créer les conditions pour que, avec la décentralisation, pour gouverner au plus proche du citoyen, pour faire en sorte que ces préoccupations quotidiennes soient prises en compte. Malheureusement, on a des communes qui sont des communes précaires, c'est-à-dire qui ne disposent pratiquement pas grand-chose pour gérer des questions de développement. Donc, il ne suffit pas de diriger. Voilà, il ne suffit pas de diriger des communes, de redécouper. Voilà, c'est ça, c'est clair, c'est la joie. Si vous connaissez les communes, surtout les communes rurales, vous savez comment ça fonctionne. Donc il ne suffit pas de créer des communes. Il faut surtout trouver le moyen de faire fonctionner le peu qu'on a. Si on arrive à faire bien fonctionner ce qu'on a, je crois que l'essentiel sera réglé. Oui, Abdoulaye Bari. Il va falloir aussi qu'on élargisse un peu la notion de la présence de l'État. Parce qu'à écouter les politiques, on a le sentiment que si vous envoyez un administrateur à Baraboulé comme ça, un préfet, l'État est présent, mais ça ne suffit pas. La présence de l'État, c'est en termes d'accès des populations aux besoins vitaux, aux services de base, c'est-à-dire l'eau, l'école, les centres de santé. Or, sur ce plan, c'est vrai, on ne peut pas accuser le gouvernement actuel d'être responsable de tout ça. Vous avez des localités qui, pendant 20 ans, 30 ans, ne voient un acteur de l'État que pendant les campagnes électorales. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. L'État ne sait pas que ces populations existent. Ils n'ont pas de dispensaire, ils n'ont pas d'école. Ces populations sont laissées à elles-mêmes. Et donc c'est sur cet abandon de l'État, de ces domaines régaliens, que le terrorisme a surfé et s'est implanté.
Parce que le terrorisme vient, ok, vous voyez, l'État n'est pas là. Bon, avec le trafic de drogue et tout, ils ont les moyens, ils arrivent à apporter une réponse aux besoins vitaux de la population, ils s'implantent et ils s'érigent en protecteurs des populations, et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir ces populations. Donc il faut redéfinir la notion de la présence de l'État en permettant à ces populations, en plus d'avoir des acteurs de l'État, d'avoir accès à à l'eau, à la santé, à l'école. Ça va nous aider. C'est le meilleur découpage qui, pour moi, paraît porteur de solutions. Ouais. On va s'arrêter là pour le débat de presse d'aujourd'hui. On aurait pu aborder également la question du vaccin anti-Covid, mais peut-être ce n'est que partie remise. On aura l'occasion de revenir un peu sur les sujets abordés lors du discours de politique générale du Premier ministre, prononcé jeudi à l'Assemblée nationale. Était là pour le débat Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter, analyste et éditorialiste, et Albert Nagrego de Libre Info, directeur de publication d'ailleurs de ce site d'information en ligne. Il est analyste et éditorialiste, et Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, analyste politique. Merci à tous les trois d'être venus pour Débat de presse. Merci à vous également pour votre attention à Débat de presse. À dimanche prochain pour un autre Débat de presse. Au revoir et à bientôt.